Donc, on a parlé de ce déséquilibre économique à Crozon, mais dans votre programme à vous, qu'est-ce que vous comptez mettre en œuvre pour redynamiser l'économie crozonnaise? Il y a on peut dynamiser l'économie crozonnaise, déjà en étant proactif et en travaillant notre attractivité économique. Aller chercher des entreprises, c'est le rôle de tout notre Comcom, en fait, nos comités de communes. Le Pays Bigoudin dit aux entreprises, nous sommes un territoire attractif pour les entreprises. Nous ici, on n'est pas un territoire super attractif pour nos entreprises. Déjà, on n'a pas de foncier économique. Donc il faut investir dans du foncier économique. Quelqu'un qui veut s'installer ici, c'est quand même dommage qu'au final, il aille s'installer à Pamar, quoi. Alors qu'il voulait, alors qu'on a une entreprise liée à la mer, par exemple, elle doit pouvoir, à un moment donné, pouvoir s'installer en presqu'île, si son choix c'est de vivre en presqu'île. Donc on doit être facilitateur pour les projets. Deuxièmement, il faut pouvoir accompagner sur le territoire. Aujourd'hui, vous avez peu d'acteurs de la création d'activités qui accompagnent les projets sur le territoire. Il faut les faire venir, il faut qu'on puisse trouver la réponse localement. La région, elle a fait ce grand vœu qui était de faire le service public de l'accompagnement des entreprises. Faisons-le. Deuxièmement, on a des entreprises ici qui ont du mal à recruter. Mais en même temps, est-ce que vous avez déjà vu une formation faite sur le territoire? Il y en a très très peu. Il faut faire venir aussi la formation. Il faut faire du lien entre nos entreprises, nos recruteurs, les grosses entreprises de l'État, liées à l'État et la défense, avec les petites entreprises ici, que ça crée du réseau, c'est important. Et puis derrière, on peut identifier des besoins qui sont connexes à plusieurs entreprises d'un territoire et aller chercher des fonds pour développer des formations pour les gens d'ici, pour qu'ils se forment. Quand j'étais à la région, je voulais faire venir la formation pour être soignante qui finalement a été faite à Châteaulin, à Crozon, parce qu'on avait besoin de former des aides-soignantes, et autant les former ici. Et je savais qu'il y avait des femmes qui avaient du mal, parce que c'est beaucoup de femmes, chez les aides-soignantes, qui avaient même du mal à aller en voiture jusqu'à Brest, jusqu'à Quimper, pour se faire former. Eh bien, faisons venir les acteurs de la formation ici, pour former les gens sur place. On a des jeunes qui aspirent à rester, si déjà ils sont formés, sur des besoins aujourd'hui non couverts pour nos entreprises, on y arrivera. Alors après, on ne va pas créer des grosses entreprises industrielles à Crozon, où on a un territoire préservé, etc. Mais par contre, on peut travailler sur les logiques de filières. On a des filières autour de la mer, on a des filières autour du bois bocage, par exemple, pour soutenir nos agriculteurs, et on a des filières autour de l'alimentation, où on a du foncier disponible aujourd'hui pour aider à l'installation d'agriculteurs. Demain, si on pouvait développer ces filières alimentaires en local, ce serait bon pour tout le monde, puisque nous, on aurait une alimentation durable et bonne, et en même temps, on aurait des gens qui s'installeraient pour créer leur part d'alimentation. Voilà. Bon, ça, c'est un vrai outil. On a tout ce qui est aussi rénovation des bâtiments. Aujourd'hui, je vous disais tout à l'heure, un seul artisan, sur ce qui est fenêtres et portes, qui est habilité RGE. Comment ça se fait qu'on n'en a pas plus, quoi? Voilà. Tout le monde se plaint de devoir aller chercher des artisans à Brest et qu'on ne trouve pas d'artisans ici. Il y a du besoin. Donc accompagnons, allons chercher la chambre des métiers et allons construire des formations pour qu'on ait des jeunes qui s'installent demain dans l'artisanat ou qui puissent venir travailler pour les boîtes d'artisanat. Voilà. Donc formation, insertion, parce qu'on a aussi tout un public insertion qui aujourd'hui n'est pas mobilisé dans l'emploi. Et puis, accompagnant annuellement à la création d'activités ou à l'installation des entreprises sur notre territoire. Si on fait déjà ça, on a déjà un premier niveau de réponse qui est intéressant. Après, je peux vous dire que, par exemple, l'insertion, on n'en a jamais fait. Vous avez des territoires qui sont rentrés dans un dispositif qui s'appelle Zéro chômeur longue durée. Ça marche très bien. C'est un dispositif qui permet, en fait, dans une commune ou une Comcom, va conventionner avec France Travail, parce que ça s'appelle France Travail aujourd'hui, pour que des gens qui sont aujourd'hui en demande d'emploi, en recherche d'emploi, eh bien, ils puissent faire du travail qui n'est pas un travail forcément rentable, puisque c'est du travail des collectivités, mais du coup, permettre de se réinsérer dans la vie sociale, parce qu'au lieu d'être au chômage chez lui et puis pas bien, eh bien, il sera au travail avec ses concitoyens pour répondre à des besoins dont on a besoin mais qui ne sont pas couverts et qui ne sont pas rentables. Ça marche bien ailleurs. Pourquoi ça ne marcherait pas ici? C'est pareil. Alors, justement, parlons chômage. Le taux de chômage à Crozon est au-dessus du taux national, parce qu'il est à 9%, ce qui est quand même un taux important. Ce sont surtout les femmes qui en sont victimes. Beaucoup de femmes sont au chômage.
Oui. Oui. Vous comptez les accompagner, que comptez-vous faire? Quel est votre projet sur justement ce point précis? C'est vrai qu'on s'est rendu compte que les femmes arrivaient souvent dans le territoire par suivi de conjoints et qu'elles arrivaient avec des forts niveaux d'études et qu'au final elles se retrouvaient coincées et sans pouvoir avoir accès à l'emploi dans leur métier. Donc après, dans ce cas-là, il y a deux choix. Soit vous les accompagnez à créer leur boîte, ce qui se fait, c'est beaucoup fait, moi je l'ai beaucoup fait, avec Entrepreneurs Féminins, qu'on est en train d'ailleurs de retravailler aujourd'hui pour remettre en place l'accompagnement. Soit vous les accompagnez dans leur métier pour qu'elles conservent leurs compétences, soit vous les accompagnez vers la formation pour qu'elles puissent avoir des compétences ad hoc. Mais comme il n'y a pas, on est sur deux familles de métiers, commerce et soins ou services à la personne, aujourd'hui il y a une sorte de plafond de verre d'accès à l'emploi des femmes. Donc il y a deux choses, accompagner sur les projets, permettre l'accompagnement de ces projets pour qu'ils aient en effet une rentabilité économique et que les femmes vivent de leur activité. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez beaucoup de femmes dans le commerce, même qui créent des commerces, si elles créent en auto-entreprise en ayant un pas de porte et beaucoup de frais, elles ne sont pas bien accompagnées, c'est pas le bon statut. Vous voyez, mais pour ça, il faut quand même être accompagné en proximité. S'il n'y a pas d'accompagnement, on peut aller au casse-pipe, quoi, et c'est pas bon. Après, il faut aussi que les femmes, mais aussi les parents plus généralement, puissent dégager du temps pour pouvoir aller travailler. Or, aujourd'hui, on n'a pas de moyens de garde. Donc la question de renforcer aussi les crèches et l'accompagnement par les assistantes maternelles me semble aussi extrêmement important. Alors il y a un projet de la mairie, le problème du projet de la mairie, c'est que très vite on nous a annoncé qu'on allait aller chercher un système national type Babylou, c'est-à-dire qu'on est prêt à faire, c'est le système Orpea, pour ceux qui ont suivi le problème de cette privatisation de fonctions qui autrefois étaient publiques. C'est un peu le même système qu'Orpea pour les maisons de retraite, là c'est Babylou pour les enfants. Nous on est foncièrement attachés au service public, on est foncièrement attachés au fait que ça reste un service municipal ou intercommunal, ça on verra le gabarit, mais en tout cas cette crèche on va la faire et on va la maîtriser là, et faire en sorte qu'il y ait des solutions pour les jeunes parents aussi, parce que ça fait partie de l'attractivité aussi. Donc il faut pouvoir travailler. Justement, vous disiez, j'aime bien cette phrase que vous avez sortie, il faut regarder Crozon à hauteur d'enfant. Regardez la ville à hauteur d'enfant. Ouais, c'est dans notre programme, ça. En fait, mettre à la place d'eux, ça permet quand même de comprendre comment les gens vivent et puis de quoi ils ont besoin, quoi. Et puis les enfants, si on veut être un territoire accueillant pour les familles, il faut que les enfants aient aussi une place dans la ville. Or, aujourd'hui, on peut mieux faire sur la sécurisation des accès aux écoles, on peut mieux faire sur les espaces de jeux, de parcs pour les enfants, on peut mieux faire sur la présence, aussi le soutien aux associations et au sport dans la vie. Enfin, il y a beaucoup de choses en fait. Sur la jeunesse, on peut faire plein de choses aussi. Il faut quand même, les logiques de parcours de vie sont importantes. On ne naît plus à Crozon depuis 1973, on est ailleurs, on accouche très souvent sur le pont de Térénès quand même, c'est un petit risque. Voilà, il y a beaucoup d'aventures, parce qu'on est loin de tout. Donc il faut que demain on puisse avoir accès à des services publics de proximité. Et en effet, avoir des enfants, c'est le symbole d'une vie qui est riche, qui est un symbole de vitalité. Si demain on n'a plus d'enfants, c'est le futur, et donc il faut qu'on soit accueillant. Il faut qu'on soit accueillant pour les entreprises pour qu'il y ait de l'emploi pour les parents. Il faut qu'on soit accueillant pour les enfants. Il faut que Après c'est une joie. Moi j'ai élevé mes 2 enfants à Crozon. C'est une joie d'élever ses enfants à Crozon. Après c'est un peu un crève-cœur de les voir partir à 15 ans au lycée. Et puis c'est comme ça, ils s'habituent aussi à devenir autonomes et ils ont besoin aussi de se mélanger avec des populations d'autres communes parce que c'est important pour leur ouverture d'esprit. Par contre, il faut qu'ils puissent revenir après. Voilà. Et il faut qu'on puisse continuer à accueillir nos jeunes, nos lycéens. Nous, par exemple, dans le projet, oui, il y a la crèche, oui, il y a la question de la ville à hauteur d'enfant et de la sécurisation de la présence de l'enfant dans la ville et dans les quartiers. Mais il y a aussi la question de la jeunesse. La jeunesse n'a pas de place à Crozon depuis des lustres. La jeunesse n'existe pas. Il y a des candidats là qui voudraient que la Comcom se délaisse de Pont-de-Buis, par exemple. Mais Pont-de-Buis nous a appris énormément et nous a apporté énormément sur la question de l'accompagnement de la jeunesse, sur les séjours enfants, qu'on ne faisait pas, ou très peu nous ici. C'est-à-dire qu'on a le centre social qui se débat pour apporter de l'accompagnement à la jeunesse.
Mais des fois, il est un peu tout seul quand même, quoi. On a heureusement les clubs sportifs et les associations culturelles qui font une grosse partie du travail d'accompagnement des jeunes. Mais que fait la mairie, en fait? Est-ce qu'on a une politique jeunesse digne de ce nom? Pas du tout. Donc nous, on a regardé aussi ce qui se peut passer ailleurs. Et on a regardé, par exemple, qu'à Plougastel-Daoulas, qui est pourtant une mairie de droite, aujourd'hui, la mairie de Plougastel, elle accompagne les jeunes dans leur mobilité étudiante. C'est-à-dire que quand les élèves boursiers, quand ils vont faire des études ailleurs, eh ben la mairie, elle va donner un complément de bourse. Ça coûte pas très cher de mettre ça en place. Et pourtant, vous savez qu'on a ça c'est quelque chose que j'ai découvert à la région, on a le taux de décrochage scolaire le plus important avec le centre Bretagne, le plus important de Bretagne. Nous, on n'est pas regardé comme un territoire en difficulté. On est regardé comme un territoire qui est riche. Parce qu'il y a des gens, en effet, qui ont un certain pouvoir d'achat. Mais à côté de ces personnes qui ont un certain pouvoir d'achat, il y a des gens, quand ils n'ont pas accès à l'emploi, quand ils n'ont pas accès à la mobilité, quand ils n'ont pas accès aux soins, etc., eh ben, ils tombent. Ils frôlent la paupérisation. Et voilà. Et là, on est là. Et on est là. Regardez, quand vous voyez l'été, oui, toutes les belles maisons vertes, les belles voitures, etc. Mais regardez l'hiver. Et bien l'hiver, on ne voit pas la même chose du tout. Et nous, on a nos beaux cailloux qui nous cachent. Et on n'est pas dans les radars des grandes collectivités parce qu'il faut renforcer les accès aux droits. Pourtant, quand on regarde finement les chiffres, il y a du boulot. Et je vais vous dire, aujourd'hui, on est devant un choix qui est, demain, on verra, si on va dans le grand site de France. Grand site de France, c'est super, ça nous aide à financer aujourd'hui des aménagements sur les sites naturels, etc., sur les plages. Pourquoi pas? Mais est-ce qu'il faut aller porter ce label Grand site de France qui va nous donner encore une nouvelle dénomination supplémentaire touristique? On est déjà parc naturel, régional, on est géoparc UNESCO, on a déjà des outils extrêmement intéressants si on veut valoriser notre territoire pour ses atouts. Voilà. Est-ce qu'il faut aller vers là encore? Question. Moi, je ne suis pas sûre. Et on me dit souvent, les élus me disent, oui mais Gaëlle, tu sais, si on va dans le grand site de France, on aura de l'argent pour financer des infrastructures, des parkings, pour financer, pourquoi pas, des navettes estivales, etc. Je dis, ok, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas de l'argent des grandes collectivités pour financer l'accès aux droits des habitants? Pourquoi est-ce qu'on ne se bat pas, nous, aujourd'hui, en tant qu'élus, pour dire à nos grandes collectivités, attention là, ça ne peut plus durer, on a besoin de médecins. On a besoin que les jeunes puissent aller aux études. On a besoin d'emploi. On a besoin que vous nous aidiez. Parce que nous, ici, on est en train de décrocher. On a une population qui décroche. Aidez-nous. Et c'est nous, les élus, qui devons porter ce projet-là auprès des grandes collectivités. La question on continue dans le tourisme, parce que dans le tourisme, on va réussir à voir. Moi, là, je n'y crois absolument plus. L'argent qu'on a aujourd'hui dans les collectivités, il faut qu'on le mette prioritairement pour répondre aux besoins des habitants, pour l'accès aux droits et pour la réponse aux besoins du quotidien. Voilà. Argent qui de toute façon se fera de plus en plus rare. Avec on le voit au dernier budget 2026. C'est certain. Alors, vous parlez de bien-être, de mieux vivre à Crozon, et ce mieux vivre passe par l'alimentation, et vous avez donc dans votre programme l'idée de créer une ferme municipale. Pourquoi? Est-ce que c'est pas trop onéreux? Est-ce que... Ouais, ça coûte monter une ferme, alors ça dépend le gabarit, comment on le fait, la relation avec les producteurs aussi, sur notre capacité à accompagner aussi l'installation de producteurs sur le territoire, puisque ça se fera aussi, et ça se fait déjà d'ailleurs. La Comcom est proactive avec son plan alimentaire. La question d'une ferme municipale, c'est vraiment la question de l'autonomie dans notre régie publique en fait. Nous, on a vraiment un objectif important, c'est de relocaliser nos achats, les achats publics. Aujourd'hui, on a des écoles avec une cuisine qui a besoin d'être étoffée et même renforcée, mais on doit, et c'est la loi, mettre beaucoup plus de... Enfin, on doit augmenter la part du bio, du local, des labels, en fait, donc de la qualité de la nourriture dans les assiettes de nos enfants. Voilà. On sait qu'aujourd'hui, on ne produit pas assez sur le territoire pour alimenter les 5 écoles de Crozon, mais même aussi pour alimenter le collège, qui est le plus avancé sur les questions de ce qu'on appelle la loi Egalim, qui encadre ces questions-là, ou même pour l'hôpital local, qui a un cuisinier qui aimerait bien aussi trouver plus de denrées. Et puis on sait aussi que pour le portage des repas, puisque notre territoire vieillit, puisqu'on adapte au vieillissement depuis 30 ans, donc notre territoire vieillit, c'est pas un scoop, eh bien le portage des repas, c'est une boîte de Quimper.
qui fabriquent les repas et puis qui après les acheminent. Donc quelle est la qualité des repas quand ils ne sont pas faits sur place, voilà. Donc c'est un levier intéressant pour nous en fait parce que ça ne coûterait pas plus cher que de produire notre alimentation que d'acheter de l'alimentation en extérieur pour après la réchauffer ici. Voilà. Et ça créerait de l'emploi. Et en plus, ça crée de la filière. Vous avez aujourd'hui en Bretagne énormément d'expérimentation. Vous avez la ville d'Auray, la ville de Vannes qui produit des repas pour ses crèches, ses écoles, son hôpital. C'est un levier d'achat public extrêmement intéressant. Et c'est surtout, en tant qu'élu, on prend nos responsabilités. Moi, je veux que demain, on ait un territoire où il y a des agriculteurs. Je veux un territoire où on mange bien. Je veux un territoire aussi qui s'engage à terme dans la réduction et peut-être dans la disparition des pesticides. Et c'est bien la puissance publique aujourd'hui qui doit montrer l'exemple. Donc les achats de la puissance publique, ce sont des débouchés pour nos agriculteurs. Voilà. À côté de ça, la question sanitaire, moi si je me suis intéressée à l'eau, si je suis même rentrée en politique, il y avait l'égalité entre les femmes et les hommes, il y avait l'égalité entre les territoires, mais il y avait aussi la question de la santé environnementale. Donc oui, de l'eau, oui, bien manger, c'est bien manger durablement et au fur et à mesure réussir à trouver des solutions de substitut par rapport à, à l'agriculture intensive. C'est clair. Donc le chemin local, ce sont des chantiers d'insertion sur du maraîchage, ce sont des possibilités que nous offre une ferme municipale. Ça coûte à peu près 400 000 €, finalement c'est le prix d'un boulodrome. Voilà, donc soyons utiles, faisons des projets utiles à la population. Je pense qu'il n'y a pas un parent qui me dira que ce n'est pas important que les enfants aient accès à une nourriture de qualité dans les écoles. Alors, ferme municipale, mais vous avez aussi un projet de halle alimentaire. Ouais, ça c'est... L'alimentation, c'est un projet important dans votre programme. C'est un projet essentiel parce qu'en fait, d'abord c'est la première la nourriture, c'est le premier des médicaments. Hein. Première chose, on peut faire du curatif, mais on peut faire du préventif. Si on mange bien, déjà on est en meilleure santé, donc ça c'est important. Puis c'est la convivialité. Et puis c'est la vitalité des centres-bourgs aussi. Parce qu'aujourd'hui, un hall alimentaire, c'est un concept qui existe déjà dans d'autres villes. Moi, je l'ai vu à Bordeaux. Alors, c'est beaucoup plus gros Bordeaux, hein, mais nous, on va le faire à la taille crozonnaise, en fait. C'est une sorte de hall, en fait, où vous avez des métiers de bouche et des producteurs qui vont vendre des repas, en fait. Et vous avez au milieu des tables où chacun, vous venez en famille ou entre amis. Et puis, il y a un qui va manger tel type de nourriture, un autre une autre, etc. Et donc, du coup, on va permettre qu'il y ait des box commerciaux, de commerce en fait, et on va vitaliser à fond le centre-bourg de cette façon-là. Donc ça se passera à Crozon. L'idéal aujourd'hui, et ce qu'on vise, puisque la mairie a déjà acheté une partie du bâtiment, c'est de travailler sur le bâtiment qui est entre la rue Chanoine-Graal et la place où se trouve l'église, et de faire une liaison en fait avec le petit jardin qui a été fait, une liaison là pour augmenter notre centre-bourg vraiment sur le côté de la rue Chanoine-Graal, qui est une rue qui a vocation commerciale mais qui n'est pas du tout commerçante aujourd'hui. Et du coup, je suis sûre que ça va intéresser nos commerçants locaux et nos producteurs que d'avoir ce lieu couvert. Et puis dans ce hall qui sera vraiment un lieu dédié à l'alimentaire, on va y créer aussi un restaurant solidaire. Parce que ça existe dans d'autres territoires, notamment à Brest. C'est un petit peu voilà, vous avez un prix de repas qui est avec un minimum, mais pas de maximum. Et en fait, vous pouvez permettre à des gens qui sont suivis par l'aide alimentaire que d'avoir un choix de repas partagé et de sortir et de ne pas être cantonné, à la maison, quoi. Et on a bien vu aussi, quand on s'intéresse à ces questions-là, que, oui, on a les maraîchers, par exemple, du territoire qui vont apporter parfois au secours populaire ou au restaurant du cœur les restes de ce qu'ils n'ont pas leurs invendus. Sauf qu'il faudrait pouvoir les transformer. Faire des soupes, faire des gratins, par exemple, c'est facile quand on a une cuisine, c'est facile quand on a une cuisinière et l'accès à l'électricité, mais si vous vivez dans un mobil-home et que vous avez un pauvre réchaud, ça va être beaucoup plus difficile, quoi. Donc la question, et puis après, quand vous n'avez pas le moral, vous n'avez pas de sous, vous n'avez pas non plus le goût forcément pour cuisiner. Donc la convivialité, la solidarité, le fait de transformer des produits pour pouvoir faire des plats qui sont préparés, c'est gagnant pour tout le monde en fait, et puis c'est des bons moments qui seront partagés. Et de là, en fait, on crée de la vitalité, on peut faire de l'animation commerciale, on peut faire plein de choses en fait.
Et dans les villes où ça a été fait, ça marche du feu de Dieu. Nous allons terminer cet entretien bientôt. J'aimerais qu'on évoque la démocratie. C'est un sujet essentiel dans un monde aujourd'hui où la démocratie est mise à mal tous les jours. Vous êtes attaché à la démocratie locale. Comment envisagez-vous sur ce plan-là votre mandat en tant qu'élu ? On en a beaucoup, avec des collègues, on a beaucoup travaillé sur cette question-là. Il y a déjà le fait qu'on ne décide pas seul. Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'avant d'aller faire appel à des cabinets d'études, par exemple pour faire l'aménagement de la Palue, par exemple, on a payé très très cher les études pour voir comment est-ce qu'on pouvait aller d'un point A à un point B. Au final, je peux vous dire que la solution qui a été votée par les habitants, c'est une solution qui aura beaucoup de mal à se faire, voire qui ne se fera jamais. Voyez, ça, c'est un exemple de démocratie participative dont moi, personnellement, je ne veux plus et dont je crois que les habitants ne veulent plus non plus. Voilà. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire décider aux gens, choisir par exemple un scénario par rapport à un problème posé sans que les personnes soient au courant des contraintes posées par chaque scénario. Sinon, vous pipez un petit peu la démocratie participative. Voyez. Par exemple, si on avait dit aux gens que pour contourner le village de la Palue et aller voir les vagues, ce qui dans l'absolu contentait tout le monde. On contournait le village, mais en même temps, les personnes qui avaient besoin de voir les vagues pouvaient aller voir les vagues et repartir, l'usage qu'on en fait aujourd'hui, mais que vous aviez dit à ces gens qu'il fallait mettre 60 propriétaires d'accord pour acheter le foncier, que vous ne pouviez pas faire de route parce qu'il y avait une zone humide et qu'il n'y a aucun revêtement sauf le bitume qui tient sur une zone humide et qu'il fallait, c'est l'ancienne route de VTT qui était choisie, que ça coûte 4 millions d'euros à la louche pour pouvoir contourner le village, d'accord, et qu'il y avait 4 ans pour pouvoir le faire à peu près, en termes de timing de projet. Est-ce que les gens auraient choisi la solution de contourner le village ? Ben, c'est pas sûr. Donc à un moment donné, on ne peut pas dire tout et n'importe quoi aux gens en disant on vous fait choisir si on ne donne pas les contraintes et l'entièreté du problème aux gens. Et à côté de ça, avant d'arriver à cette solution-là, qui n'en est pas une, on a dépensé plus de 50 000 € d'études. Donc l'argent public, il n'est pas gaspillé, et là c'est du gaspillage. Voilà, ça c'est pas ma vision de la démocratie participative. Le premier niveau, quand on va faire un aménagement dans un quartier, c'est d'abord d'aller voir les gens du quartier. Les gens ont de très bonnes idées sur ce qu'il faut faire pour améliorer leur confort de vie ou la meilleure circulation, etc. dans un quartier. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait ? Les gens qui sont allés se plaindre le plus fort, ils ont eu un sens interdit, ou on a mis des sens interdits partout, on n'a fait que déporter le problème de la présence des véhicules dans notre ville. Donc c'est pas non plus la démocratie participative. Ce que je veux dire, c'est qu'avant d'aller voir des cabinets d'études, à un moment donné, se poser avec les gens qui sont concernés, de voir, pour vous, voilà, quelle solution vous voyez. Et écouter les gens avant de prendre des décisions. C'est le b.a.-ba, non pas de la démocratie, mais déjà de l'action publique, et aussi de la démocratie. Si on ne fait pas ça, faire au mieux, c'est difficile. Ensuite, donc il y a ça. Ensuite, est-ce que la démocratie participative, est-ce que la démocratie, c'est donner un blanc-seing pendant 6 ans ? Voilà, on vous donne les clés de la mairie, vous faites ce que vous voulez. Non. La démocratie, c'est faire avec, c'est rendre compte, c'est une bonne utilisation, une transparence de l'utilisation des deniers publics, d'accord ? Et c'est, faire des choses qui vont aux bonnes personnes, c'est-à-dire qui sont utiles à la population. Voilà, ça c'est important. On a plein de villes qui font de la démocratie, qui font par exemple des budgets participatifs. C'est intéressant d'amener aux gens la possibilité que de décider en commun, dans un quartier, quel serait l'aménagement, est-ce qu'ils ont envie, je ne sais pas, d'avoir à un moment donné une salle pour se réunir, est-ce qu'à un moment donné un parc, est-ce qu'un city guide par exemple, un endroit où on peut faire du basket, etc. Est-ce que ça a un consensus dans le territoire et derrière on vient financer quelque chose qui correspond aux besoins des habitants. Ça c'est une façon de faire de la démocratie participative. Ensuite, il y a les modes de faire. Moi, je ne trouve pas normal que dans les conseils municipaux, déjà, il y a très peu de place au conseil municipal. Nous, les élus, on a le dos au public, ça ne devrait jamais se passer comme ça. Il y a des villes, elles ont ouvert un espace pour l'habitant qui veut poser des questions au conseil municipal. Ça, c'est tout à fait légal, c'est tout à fait faisable. Ça augmente la démocratie. Les gens peuvent venir poser leurs questions. Alors, c'est organisé et tout, mais il y a un espace pour le faire. On est pour que les gens puissent voir les conseils municipaux et les revoir, donc qu'on puisse les filmer en fait, et que les gens puissent savoir comment ça se passe.
et d'afficher par exemple les comptes rendus des conseils municipaux. Ben, il y aura peut-être un espace dans les quartiers où on pourra l'afficher, parce qu'il faut que l'information elle aille jusqu'aux gens. C'est pas aux gens de faire l'effort d'être citoyens, c'est aussi à nous d'aller vers les gens. Voilà, c'est important. Donc il y a plein de façons de faire de la démocratie participative, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que quand il y a des décisions importantes qui impactent la vie des gens, on doit même pouvoir faire du référendum. Et en même temps, on doit aussi laisser aux gens le droit de nous interpeller en tant qu'élus. C'est très riche. Moi, je n'ai pas peur du débat. C'est important. Et c'est important parce que nous, en fait, on est des passeurs, on est des facilitateurs. On n'a pas toutes les réponses. On n'arrive pas avec des promesses en disant « ouais, on va vous construire tel truc parce que vous êtes… Non, c'est pas comme ça que ça marche. On a des problèmes à résoudre à certaines échelles. On va s'inspirer, aller voir les gens. Vous auriez fait comment, vous? C'est quoi vos problèmes importants? Et à partir du moment où on a fait la bonne étude des besoins, on peut construire les bonnes solutions. Mais si on n'a pas fait ce travail-là avec les gens, on est à côté. On fait quoi? Du clientélisme. On sert ses copains. Nous, on ne fonctionne pas du tout comme ça. Donc quand il y a un point qu'il faut travailler, on propose aux gens de nous renvoyer leurs avis, on les réunit, et puis on discute, et puis on fait avec les gens. On n'a pas à s'arroger tous les pouvoirs. C'est pas ça le vote. Le vote, c'est quelque chose de noble, il faut le conserver comme quelque chose de noble. Il faut en faire quelque chose qui est utile et qui est au service de tous, et au service de l'intérêt général. Alors, ce sera ma dernière question. Dans votre programme, il y a la nomination d'un déontologue. Ça peut paraître étrange. C'est la loi. C'est la loi. Mais en quoi cela consiste-t-il? C'est assez simple. En fait, un déontologue, ça peut servir à beaucoup de choses dans une commune ou dans une Comcom, parce que ça peut être à l'échelle de la Comcom. D'abord, c'est la loi. C'est-à-dire que la loi demande aux collectivités de nommer un déontologue. Je prends par exemple, moi ça m'est arrivé, par exemple, dans mon travail, je peux accompagner des structures de l'économie sociale et solidaire sur leurs projets. Et il se trouve qu'ils peuvent être sur le territoire. Et quand je me suis amenée à prendre des décisions, j'ai besoin parfois de savoir dans quel cadre je me trouve. Moi, il m'est arrivé par exemple d'écrire au déontologue du conseil de gestion du Finistère, en disant voilà, je suis dans cette situation-là, je suis élu à tel endroit, je dois me positionner sur un vote, est-ce que je suis dans une situation de conflit d'intérêts? Bon, la personne m'a dit vous ne dépendez pas nous, on est déontologue que pour les salariés, pas pour les élus, passez votre chemin, j'ai jamais trouvé ma réponse. Donc c'est important que les mairies en effet aient un déontologue ou les collectivités puissent avoir un déontologue pour que quand les élus se posent la question du droit, la question d'un conflit d'intérêts possible, ils puissent savoir où est-ce qu'ils en sont, qu'est-ce qu'ils risquent, quelle est la bonne conduite à tenir pour que la loi soit respectée. C'est très important. Par exemple aussi, moi il m'est arrivé, quand j'ai travaillé sur la région pour l'égalité entre les femmes et les hommes, j'ai travaillé sur le droit, par exemple les personnes qui vivaient du harcèlement moral ou sexuel dans l'institution. Jusque-là, quand ils avaient un souci, ils s'en plaignaient à leur DRH, et puis le DRH les recevait, puis le soir, tout était, il y avait échange avec le manager, des fois c'était lui qui était porteur de violence, et en fait la parole des agents, elle n'était pas du tout respectée. Et bien on a créé un schéma de repérage des violences, un schéma d'accompagnement des agents. Il ne dépendait pas des RH, il dépendait de la déontologie, avec un code de déontologie respecté, c'est-à-dire l'anonymat, c'est-à-dire la parole respectée. Et vous assainissez finalement les relations entre les élus, entre les agents, avec un cadre qui est clair pour tout le monde, qui est connu de tous, et ça évite qu'on ait des élus qui, par exemple, se retrouvent en conflit d'intérêts parce que, ils ont fait des choses illégales, ou qui peuvent être illégales. Ça, c'est à un moment donné. Si on est élu, on est censé, et comme on est citoyen, pareil, on est censé ignorer la loi. Et pour ça, il faut quand même qu'il y ait des espaces où on puisse s'informer de cette loi. C'est pas toujours évident. Donc, avoir quelqu'un qui peut nous dire, là, vous êtes dans tel cadre, là, vous pouvez être sous le coup de la loi, c'est bon de le savoir. Ça aurait évité des écueils, déjà dans ce mandat. Si je vous laisse le mot de la fin, vous me direz quoi? Vivement les élections sont un moment extrêmement intéressant puisque c'est le moment du débat
et du choix de notre avenir commun. Donc vive les élections et vive la démocratie.